On nous parlait de Marriott tout à l'heure avec ce qui est en train de se préparer au niveau Internet. Je regarde le titre de Marriott. On dirait que les gens, malgré cette fusion-là avec Starwood, il n'y a pas de grand... En tout cas, il n'y a pas grand attrait, en tout cas, dans cette fusion-là. Est-ce que ce que tu nous as montré tantôt comme carte, là, on va la remontrer encore une fois, juste le temps d'aller la préparer, on le voit à Boston, que ce soit à Manhattan, même la Nouvelle-Orléans, où ça devient de plus en plus populaire, parce que vous voyez les points rouges ou orangés, là, dépendamment de votre écran, ou même à Austin, au Texas, qu'Airbnb est en train de prendre la place des hôtels, là, ça c'est clair. Mais selon les données que j'ai lues, la source c'est hotelnewsnow.com, c'est que l'arrivée d'Airbnb, actuellement, on parle seulement là, dans les grandes agglomérations américaines, grugerait 13 de leurs revenus. Alors, quand on parle d'un game changer ou d'une rupture technologique, alors Airbnb met beaucoup de pouvoir dans les mains du consommateur. Donc, ça amène une déflation, une baisse des prix. Alors, le consommateur, il est gagnant, sauf qui est perdant? Alors, les chaînes hôtelières, bon, on parlait de Marriott Starwood, la fusion de 12 milliards, mais aussi les gouvernements, parce qu'il n'y a pas de taxation. Alors, ils ne savent pas trop quoi faire avec cette bibite-là, là. Tant au Québec mais là, c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial. Et comment est-ce qu'on va stopper ce phénomène-là? On ne sait pas ce que ça va arrêter, sauf qu'en quelque part, même il y a des promoteurs, j'ai vu une présentation, une invitation, promoteur qui fait des condos dans les Caraïbes, puis il fait de la promotion avec du Airbnb, là, tu sais, fait qu'en quelque part, comme un type d'investissement, puis vous avez votre condo, etc. J'ai même vu la semaine dernière qu'il y a une compagnie aérienne, je ne sais pas laquelle, là, qui est en train de se préparer au niveau international pour faire la même chose. Alors, tu vas pouvoir réserver ton taxi aérien pour aller partout à travers le monde, de la même manière qu'Airbnb ou encore avec UberX. Ce serait une espèce d'UberX d'aviation, là. C'est ça. Rendu loin un peu vite, là. C'est ça. Donc parfois, des ruptures technologiques. On a parlé d'Uber, etc. Bon, il y a monsieur... voyons, j'ai un blanc, Alexandre, qui fait ses taxis. Alexandre Taillefer, Taillefer, je m'excuse. Alors, mais en quelque part, c'est que, bon, Uber est dans le portrait, puis Uber est là, je pense, pour amener de la concurrence. Puis le consommateur, il retrouve son compte. En tout cas, c'est lui qui va retrouver son compte de toute façon. Ouais. On va laisser un peu la rupture technologique pour aller voir la rupture géopolitique. Géopolitique, donc... c'est ça, donc ça on a eu pour beaucoup. notre rhume, on voit Vladimir Poutine avec une mitraillette, là. C'est pas une Kalachnikov, là, mais... Non. mais ça fait rien. Non, mais parfois, j'aime... Non, c'est ça, parce que... J'aime les images dures, non, mais c'est ça, Vladimir Poutine a toujours des bonnes images sur Internet, donc je n'ai pris une avec une mitraillette dans les mains, mais ça donne un peu l'image du type, comment est-ce qu'il peut être quand même... C'est l'antipode de Justin Trudeau, je crois. Non, ça c'est clair. Il est plus belliqueux un peu. Mais ça a-tu si gros effet que ça? Il me semble que l'effet a été momentané, puis c'est dit, bon, ben... J'ai un graphique, parce que c'était une question de notre clientèle ou des gens qui nous appellent, nous disent « Hey, écoute, c'est effrayant, c'est la fin du monde, il y a des attaques terroristes, la bourse va-tu fermer comme en 2001? Les gens sont un peu paniqués. Donc, on a regardé, puis j'ai mis ma petite flèche sur mon graphique, c'est quoi qui s'est passé? Je sais pas si François, tu peux revenir. On la voit pas, malheureusement. On la voit pas tellement bien, là. Ouais, OK. Donc, on a eu un moment où la bourse a corrigé, etc., mais c'était une bonne occasion pour acheter, puis il y a eu un rebond par la suite. Donc, vraiment, les reculs ont lieu en août. Et, août, septembre, là, et après ça, on est reparti en octobre. C'était avant les grosses attaques terroristes. C'était avant. Donc, oui, le géopolitique peut avoir un certain impact ou des replis, mais si on regarde historiquement, c'est plus... Il y a d'autres données qui, habituellement, vont impacter plus la bourse. Bon, regardons maintenant les taux américains. Ils se sont mis à remonter un peu, là. Oui, mais on en parle et on en reparle, etc. Donc, tu parlais tout à l'heure qu'on avait là, comme 3 chances sur 4 qu'il y ait une hausse de taux. Donc, c'est là vraiment, plus que dans le géopolitique, je crois qu'il faut se concentrer au niveau des taux d'intérêt,
plus que, par exemple, l'État islamique ou qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur la bourse. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais souligner avec cette portion-là au niveau géopolitique. Qu'est-ce qu'il faudra aussi identifier, parce que je parlais de Goldman Sachs dans la première section, dans la première partie de l'émission, avec leurs prévisions pour 2016, sauf qu'en quelque part, c'est que parfois, il faut identifier les opportunités. Et j'ai sorti un graphique d'environ 14 titres qui ont été les pires performances 2015, dont la capitalisation boursière est supérieure à 50 milliards. Donc, parmi ces titres-là, il y a des compagnies connues comme Walmart, vous avez Alibaba, vous avez Union Pacific, vous avez Banco Santander, BHP. Vous avez aussi, la pire, c'est Volkswagen, naturellement. Oui, bien c'est ça. VLPY, là, vous voyez le premier, là, c'est 42 de perte. 42 de perte, donc c'était pire rendement en 2015 pour une capitalisation supérieure à 50 milliards. Alors, habituellement, moi, j'y sors comme ça, je regarde, parce que l'année qui suit, souvent, c'est que les gros fonds, les caisses de retraite vont regarder ces titres-là qui sont très liquides. Et parfois, on a vraiment un rebond du côté c'est sûr qu'il faut la trouver, la compagnie. Oui. Mais quand même, c'est qu'habituellement, il faut les regarder parce qu'ils ont tellement reculé. Quand on parle de baisse de plus de 25 30 voire 40 il faut quand même regarder ces entreprises-là, ces titres-là. Donc, si vous avez un portefeuille, mais au cours de l'année 2016, il faudrait peut-être regarder certains de ces titres-là dans une diversification de portefeuille. C'est une idée que je lance. Non, mais ça peut être pas mauvais. Là. Je pense à Walmart, entre autres. Là. Ben, tu sais, une fois que le choc des salaires va être passé, Costco est passé au travers, là, pourtant, le choc des salaires, puis ça va très bien, Costco. C'est ça. Fait que ça, c'est un bon titre, par exemple, parce que tout le monde parle de l'achat en ligne, etc. On le voit comment il y a de milliers de personnes sur la rue aujourd'hui pour le vendredi fou. Ouais. Hein? Alors, il y a du monde quand même qui, habituellement, les gens vont aller sur Internet. Du moins au Canada, les gens vont sur Internet, mais ils vont acheter en magasin. Donc, ça, par exemple, ça pourrait être un achat intéressant Walmart pour l'année 2016. Regardons l'évolution du S&P 500 depuis 1997. On voit que cette année, là, c'est surtout la fin. Là, hein? C'est la fin où on a plié des genoux, plus le mois d'août. En fait, c'est ça. C'est que si on regarde, on est à peu près au même niveau qu'au printemps, avril-mai. On a un repli. Par contre, au niveau séculaire, on était encore dans une phase haussière pour l'instant, mais ce qui fait qu'on est, puis je l'ai mentionné, bien évalué. Ça fait un bout de temps que les marchés sont bien évalués. Donc, il faut trouver les secteurs aux États-Unis qui seraient plus porteurs. Alors, si je regarde par secteur, qui, par rapport à leur moyenne de négociation au niveau de leur cours, alors moi, j'identifie 3 secteurs pour 2016 qui demeurent le côté des financières, le côté encore des technologies et le côté de la santé. Alors moi, je dirais qu'aux États-Unis, les marchés sont bien évalués. Si quelqu'un investit dans un gros indice comme le S&P, peut-être ne fera pas de rendement. Par contre, il va peut-être avec une approche sectorielle, mais là, il risquerait peut-être de faire un petit peu mieux que simplement faire une gestion indicielle avec un seul et unique indice. Donc, moi, selon moi, c'est les 3 secteurs à regarder de plus près, financière, technologie et santé, au niveau des secteurs. Et dans la capitalisation boursière, on regarde aussi, là, parce qu'il faut être capable aussi de faire une bonne allocation d'actifs, soit sectorielle, mais également par région. La division régionale dans notre bulletin d'investissement est excessivement importante aussi. Là. Bien, c'est sûr que les auditeurs, habituellement, vont essayer de trouver le titre magique. Non, mais ça, c'est clair. C'est le coup de circuit que tu cherches. Le coup de circuit, puis je comprends ça. Sauf qu'en quelque part, il faut préserver ses avoirs, avoir des actifs de qualité. On a parlé pendant des années des États-Unis. On est bien évalué. Fait que quand les titres sont bien évalués, il faut essayer de trouver les aubaines. Il y en a de moins en moins. C'est plus difficile. Alors, une personne pourrait considérer une diversification. Europe, Japon, on l'a vu cette année, a bien produit. Puis, encore une fois, l'Europe est peut-être une transaction qui est crowded trade, comme on dit. Mais par contre, ça risque que le marché se tranche en moyenne en deçà du marché américain. Bien, François, on va prendre le temps d'une petite pause. On va parler entre autres de Résolu après celle-ci, puis on reviendra avec d'autres petits conseils avant de passer à nos